Vincent Pignon, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à la FinTech Fair, podcast d'un genre nouveau qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et de me recevoir dans le podcast. Avec plaisir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Donc, je m'appelle Vincent Pignon. J'ai été professeur-chercheur à l'université avant de créer notamment mon entreprise qui s'appelle Weekend Group depuis 7 ans, qui est spécialisée sur les technologies blockchain. 7 ans déjà, le temps passe vite. Alors, Weekend Group, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors, Weekend Group est un éditeur de logiciels blockchain. Donc, on développe principalement 2 produits. Un produit qui est focalisé sur la gestion de la compliance pour les banques privées, les intermédiaires financiers et les clients de ces différents intervenants. Et un outil de messagerie sécurisé et compliant qui s'appelle Weekend Connect. Tout ça basé sur la technologie blockchain, donc avec pour ambition de pouvoir auditer et sécuriser les échanges entre ces différents acteurs, respecter à la fois la sécurité mais aussi la confidentialité des communications. Vous avez beaucoup de choses qui sont très intéressantes et on va revenir. Je pense que dans votre cas, donc avec le cas de Weekend Group, ce qui est intéressant, c'est de voir toute l'évolution que vous avez eue en 7 ans parce que je vous ai suivi depuis le début. Comment est-ce que vous avez commencé ? Ou peut-être avant de répondre à cette question, est-ce que vous pouvez nous dire déjà pourquoi est-ce qu'à la base vous avez créé Weekend Group ? Quels étaient les besoins auxquels vous avez voulu répondre à l'époque ? Qu'est-ce que vous aviez identifié comme trend ou besoin du marché et comment est-ce que vous avez voulu y répondre ? Alors, c'est une vaste question. Oui. Si je reprends mon parcours, donc j'ai fait un doctorat sur la régulation des monopoles naturels qui m'a amené à travailler sur comprendre comment les mécanismes entre des acteurs de type banque, aéroport, transport, infrastructure, on va dire étatique, peuvent être régulés dans des perspectives d'ouverture à la concurrence. Donc sortir de sociétés qui sont nationalisées à des sociétés qui sont privatisées. Et en faisant ce travail, j'ai analysé les mécanismes d'analyse de la performance pour pouvoir réguler ces acteurs. Et ça m'a amené à créer une première entreprise aux États-Unis qui traitait des données des sociétés non cotées. Donc j'analysais de façon algorithmique les données des sociétés non cotées et j'en sortais la valorisation de ces sociétés de façon automatique. Donc j'ai commencé à entreprendre très tôt, un peu par hasard, parce que j'étais étudiant plutôt en mode chercheur. Et finalement, en créant cette première entreprise, j'ai compris que j'aimais beaucoup ça et que je voulais continuer à le faire. Donc ensuite, j'ai continué, j'en ai créé une deuxième et j'ai été professeur à l'université pendant 7 ans où j'ai créé un cycle de formation en entrepreneuriat. Donc là, j'ai voulu vraiment approfondir le côté académique et me dire, finalement, j'ai une expérience entrepreneuriale qui, on va dire, n'était pas préparée. Et en créant une formation, j'ai vraiment pu m'entourer et apprendre sur les principaux fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et à l'issue de ça, j'ai créé Weekend Group avec une perspective qui était, donc on était en 2015. J'étais précédemment pour mon doctorat aux États-Unis. J'avais vu l'évolution des fintech aux États-Unis. Tout allait très très vite. Donc les sociétés se développaient beaucoup là-bas. Il y avait notamment beaucoup de sociétés qui faisaient du crowdfunding à l'époque, des grandes plateformes qui permettaient de rendre accessible l'investissement au plus grand nombre dans différents types de produits financiers d'ailleurs. C'était l'immobilier, c'était les PME, les startups, des projets. Donc des créateurs pouvaient se financer en ayant une idée et puis en postant leur idée sur une plateforme. Et l'intention initiale était de répliquer le modèle en Suisse. Et on était au tout début de ces principes, on va dire en Europe, c'était la première plateforme en Suisse, pour financer l'économie réelle. Donc l'ambition, c'était de dire, finalement, vous, moi, n'importe qui, n'importe quel résident suisse peut contribuer à jouer le rôle que la banque joue en finançant l'économie réelle, mais de façon décentralisée, avec du crowdfunding. Et on a fait ça avec des PME et c'était assez intéressant et très vite, donc presque dès le début, j'ai compris les enjeux de la régulation. Comment était positionnée la FINMA, comment étaient positionnés les régulateurs européens, comment étaient positionnés les régulateurs américains comparativement à ces différents acteurs. Ce qui m'a amené à créer, avec 2 autres personnes, très très vite, une association qui s'appelait la Swiss Crowdfunding Association, qui avait pour ambition de faire du lobbying
auprès des acteurs étatiques, du régulateur, pour faire évoluer la régulation en faveur des fintechs en général et du crowdfunding en particulier. Et très tôt, je me suis retrouvé avec plusieurs acteurs qui œuvraient dans la même direction sur des sujets blockchain, sur des sujets crypto, sur différentes thématiques fintech. Et finalement à être parmi les premiers à adresser ces thématiques et à discuter avec les acteurs qui font les lois, qui décident comment faire évoluer la situation. C'est vrai qu'à l'époque, en ce qui concerne la FINMA, donc le régulateur suisse de la finance, c'était pas aussi développé que ça. Tout ce qui est régulation et de l'observation que j'ai pu faire de votre entreprise de l'extérieur, c'est que vous avez dû à chaque fois faire preuve de résilience, c'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps, pour à chaque fois par la suite réinventer, mais en tout cas vous adapter à chaque fois aux différentes législations qui arrivaient pour survivre avec votre business finalement. Ouais, c'était un vrai enjeu. C'est un peu comment écrire l'histoire avec des régulations qui n'existent pas. Là, ça n'existait pas, donc c'est-à-dire que c'était très compliqué à mettre en œuvre. On a réussi dans l'association, et là, c'est toutes les personnes qui ont œuvré dans l'association, et il n'y a pas que cette association-là, il y en a d'autres, à faire évoluer la réglementation, donc à avoir une licence FinTech Light, à avoir différents mécanismes qui facilitent l'entrepreneuriat dans l'industrie financière au sens large, qui font qu'aujourd'hui, on a plein d'acteurs qui se positionnent et qui arrivent beaucoup plus facilement à créer leur société, à la tester. Donc la FINMA a fait des choses assez intelligentes avec des mécanismes comme le bac à sable pour dire finalement, jusqu'à un certain montant, on peut tester des idées dans l'industrie financière sans risque systémique, sur lequel, même si ça devait échouer, on ne ferait pas courir des risques trop importants aux différentes parties prenantes. Et puis ensuite, il y a différents niveaux, différents paliers où la régulation doit être plus importante jusqu'à la licence bancaire, qui est la licence un petit peu ultime. Et ça, la FINMA a vraiment s'est très bien adapté. Et après, au fil de l'eau, alors j'ai suivi les discussions avec la FINMA jusqu'à encore aujourd'hui. Elle a toujours, depuis, su s'adapter très vite aux circonstances de marché international, voire même à les anticiper. Et ça a été particulièrement vrai avec la blockchain et avec la classification des tokens, puisque la FINMA et la Suisse a été le premier pays mondial à avoir une classification claire et officielle des différentes typologies de tokens, ce qui a amené plein de sociétés à s'implanter en Suisse, à développer leurs tokens ici, comme Ethereum et d'autres, et qui font qu'il y a un attrait suisse qui n'existe pas ailleurs. Si on va aux États-Unis, si on va dans différents pays européens, il y a encore une ambiguïté permanente pour dire si je fais un token, comment il va être classifié ? J'en ai aucune idée. En Suisse, les règles sont claires. On peut avoir un ruling de la FINMA, donc un document qui dit votre token est classifié comme ça. C'est une position. Évidemment, si vous changez le modèle de votre token, notre position va changer également. Mais si tel n'est pas le cas, alors on a donné notre position. Ce qui apporte une stabilité, une sérénité à des entrepreneurs, que ce soit des startups ou des grandes entreprises qui émettent leurs tokens. Et beaucoup d'acteurs sont venus en Suisse, des grands acteurs sont venus en Suisse aussi pour faire ça. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui de l'écosystème. À l'époque, en 2015, comment elle était la régulation quand vous avez commencé ? Disons qu'il n'y avait aucune régulation sur les fintech et l'innovation technologique. Donc il y avait un cadre réglementaire traditionnel, mais il n'y avait rien de spécifique aux innovations technologiques, quelles qu'elles soient. Et progressivement, la FINMA s'est positionnée en disant on va faire dans un premier temps ce mécanisme de bac à sable, dans un deuxième temps une licence light, et dans un troisième temps, on va se positionner sur des typologies d'innovation. Donc, typiquement, la blockchain s'est positionnée progressivement sur différentes catégories, mais avec une approche assez intéressante qui est de dire on ne va pas légiférer. On ne va pas créer une loi sur telle ou telle catégorie. Alors après, il y en a eu sur la blockchain, on a maintenant la Lex blockchain, mais qui n'a pas été initiée au démarrage, qui a permis de faciliter l'intégration de la blockchain dans différentes entreprises technologiques. Mais au début, il n'y avait rien. Donc 2015, ça a été un petit peu le début pour le régulateur de la compréhension et de l'intégration de ces mécanismes dans le contexte réglementaire.
On rappelle que la FINMA n'est pas là pour punir ou n'est pas là pour restreindre, mais qu'elle agit vraiment dans le but de protéger finalement le consommateur final qui met son argent dans des nouvelles institutions, en tout cas des institutions d'un genre nouveau, et qui doivent être régulées. Certains sont pour, certains sont contre, mais c'est dans cette optique-là, on est d'accord. C'est exactement ça. Et la FINMA le fait de façon libérale, mais intelligente, en bonne intelligence. Et je pense qu'elle a toujours été très protectrice, mais sans freiner l'innovation. Ce qui est toujours un challenge, parce que parfois la limite est difficile à appréhender. Et puis il y a aussi des postures des différents acteurs qui peuvent être différents. Certains ne voient pas de la même façon l'intérêt d'une régulation, mais globalement la régulation est saine. Elle est positive. Après, c'est comment on arrive à la gérer, à l'intégrer et à innover sur cette réglementation. Début 2023, où est-ce qu'on en est avec toutes ces différentes régulations en termes de FINMA ? Alors aujourd'hui, je pense que la FINMA a une stabilité sur les différents sujets. Elle a clarifié toutes les positions des sociétés FinTech, quelles que soient les catégories. Donc ça, je pense qu'on est assez bien positionné aujourd'hui. On a eu une loi, pour le coup fédérale, sur la blockchain qui a été votée. Donc le cadre maintenant est clair. Je pense qu'il y a 2 enjeux encore qui vont être travaillés dans les prochains mois, prochaines années. Ça va être l'intégration d'autres aspects comme l'intelligence artificielle, où là on est vraiment à certains changements de paradigme très importants, avec des adoptions rapides. On le voit ces temps avec plusieurs applications qui permettent d'utiliser, nous tous, très facilement l'intelligence artificielle. Et là-dessus, la FINMA n'a pas fait de travaux particuliers, alors que ça va probablement changer beaucoup de choses, y compris pour le consommateur final. Et puis l'autre aspect, ça va être sur les NFT, donc les tokens non fongibles, où là, il y a encore probablement beaucoup de choses à mettre en œuvre en termes de réglementation, de compréhension par le régulateur et de protection du consommateur final. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, donc, en tant qu'entité Weekend Group, comment est-ce que vous êtes légiféré par la FINMA ? Alors nous, on est un éditeur de logiciels, donc on n'est pas légiféré directement par la FINMA. Par contre, tous nos clients sont légiférés par un régulateur, alors suisse ou étranger. Pas uniquement la FINMA. Aujourd'hui, nos logiciels sont utilisés par des sociétés partout dans le monde. Et une de nos missions, c'est de faciliter la gestion du traitement réglementaire par ces entreprises régulées grâce à la technologie. Ce qui est toujours compliqué parce que on ne sait pas toujours comment bien gérer la réglementation. Et l'ambition, c'est d'avoir, et on a déposé un brevet sur cette thématique, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle un audit systématique et en temps réel, plutôt que de faire des audits a posteriori et aléatoires. Donc d'avoir, si on veut le vulgariser un petit peu, une forme de cockpit, comme un cockpit d'avion, où on a tous les indicateurs vert, rouge, et on sait si on est compliant, conforme avec la réglementation ou pas, ce qu'on doit faire pour être en conformité, et pouvoir partager très simplement ces informations avec différentes relations avec qui on travaille, puisque finalement la réglementation c'est une chaîne, c'est pas un acteur isolé, c'est un acteur avec ses clients finaux puis ses contreparties. Typiquement, si on prend un gérant de fortune, il va avoir des banques dépositaires, des clients, et les banques dépositaires et le gérant de fortune va être régulé, et le client doit s'assurer que toute la chaîne est conforme et le protège effectivement. Si on essaie de vulgariser un peu tout ça, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un mandat que vous avez eu par le passé qui peut résumer au mieux tout votre panel de produits et de services ? Ouais, alors aujourd'hui on a un produit principal qui s'appelle Weekend Comply, dans lequel on a une centaine d'institutions financières qui l'utilisent, donc des banques comme Julius Baer, Pictet, Lombard Odier, Edmond Rothschild, et des gérants de fortune indépendants. Et aujourd'hui, les gérants l'utilisent pour être en conformité avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur ce début d'année, qui s'appelle LSFIN et LEFIN, dans lequel les gérants de fortune doivent être capables de démontrer à leur banque quand elles sunboard, donc quand elles ouvrent un compte bancaire auprès de la banque, mais aussi dans le cadre ce qu'on appelle les revues annuelles, c'est les audits, qui sont en conformité avec la réglementation. Donc finalement, si on abstrait et qu'on essaye de vulgariser à l'extrême, on est une forme de coffre dans lequel on va stocker des données et des documents selon des standards de réglementation qui vont être partagés
avec les différentes parties prenantes. Et un des intérêts de la technologie qu'on utilise, qui est la blockchain, c'est que si on met à jour une information sur la blockchain, alors ça va mettre à jour cette information pour toutes les relations. Donc finalement, on n'est plus dans un paradigme où c'est la banque qui va tout le temps demander « Ah bah tiens, est-ce que tu peux me donner ton justificatif de domicile, ton justificatif de formation continue, etc. » Non. Là, c'est la contrepartie qui va gérer elle-même de façon sécurisée et conforme ces documents et ces datas et qui va pousser les updates, ce qu'on appelle les changements de circonstances, à ces banques dépositaires, mais potentiellement à toutes ces contreparties. Ça peut être les auditeurs, ça peut être la FINMA, ça peut être les organismes de surveillance, etc. Donc ça veut dire que ce que vous avez mis en place, c'est que vous utilisez la blockchain. Dans le cadre, on appelle ça une blockchain vault, donc où on peut stocker des informations qui sont visibles par différents acteurs qui sont impliqués dans un projet. Et dans votre cas, donc ça va être... Est-ce que la FINMA est impliquée ? Alors, Non. la FINMA est impliquée depuis le début, et suit le projet. Alors, il y a la FINMA, donc, qui est régulateur. Vous avez les banquiers, vous avez les gestionnaires de fortune. Qui c'est qu'on peut ajouter d'autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? On a aussi les auditeurs, donc les réviseurs, ceux qui viennent contrôler les informations. Depuis le début, on travaille aussi très étroitement avec ce qu'on appelle les organismes de surveillance. Donc en Suisse, historiquement, on a toujours eu la FINMA qui a délégué la responsabilité de la régulation sur les gérants de fortune indépendants à des associations. D'accord. Historiquement, on les appelait les organismes d'autorégulation. Depuis le 1er janvier de cette année, ça s'appelle des organismes de surveillance. Donc comme son nom l'indique, on est passé d'une industrie d'autorégulation à une industrie de surveillance. Donc évidemment, il y a une surveillance accrue des informations des gérants de fortune indépendants, mais aussi des clients des gérants de fortune. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là sont mises en relation par la blockchain. Et donc quand l'information arrive, donc que ce soit l'information notamment légale, déjà de un, tout le monde est au courant de ce qui se passe, et de deux, tous les documents sont mis à jour automatiquement. C'est bien ça ? Exactement, ouais. Faut imaginer pour bien comprendre que c'est comme sur un gestion cloud ou dans un coffre-fort que l'on a structuré, donc dans laquelle on a dit, tiens, bah là, il va y avoir le nom, le prénom, la pièce d'identité, et on a créé et c'est la particularité, avec une dizaine de banques privées et des gérants de fortune indépendants, un standard de marché, donc un standard suisse, qu'on a appliqué et que toutes ces banques appliquent maintenant pour l'onboarding et la revue annuelle de leurs gérants de fortune indépendants. Et ce standard, c'est pas nous qui l'avons créé, il a été co-créé par les acteurs du marché, en prévision de cette évolution réglementaire. Pour dire, finalement, demain, on va devoir surveiller ces acteurs, on va devoir mieux veiller à ce qu'ils soient en conformité, comment le faire, comment les aider. Et c'est avec ce standard que ça a été fait. Et en ce moment, on est en train de faire la même démarche avec les auditeurs, donc les Big Four notamment et d'autres réviseurs, pour avoir un standard d'audit et avoir un set de données et de documents qui préparent l'audit pour les gérants de fortune indépendants, toujours avec la même volonté de leur faciliter le travail de compliance et de gestion de la réglementation, qui n'est pas leur cœur métier. Généralement, un gérant ne se met pas à être gérant indépendant en se disant qu'il va faire de la compliance. C'est plutôt pour gérer la fortune de ses clients. Et finalement, là, l'idée, c'est de lui faciliter ce travail. De décharger toute cette charge mentale à ce niveau-là. Ouais, et la gestion de risque aussi. Alors, c'est un vrai point, mais il y a des points d'audit, des points de gestion de risque qui permettent d'être alertés si jamais il y a des anomalies ou des non-conformités qui mettent en danger l'intermédiaire, la banque, le client ou toute autre partie. Finalement, uniformiser, peut-être formater tout cet aspect audit pour des acteurs qu'on n'avait pas l'habitude d'auditer par avant, parce qu'il faut rappeler que le fait d'être gestionnaire de fortune, avant, c'était pas du tout quelque chose de réglementé. Exact. Ouais, c'est un grand changement de paradigme pour la place suisse. C'est qu'on a eu quand même des changements majeurs ces 7 dernières années, avec la fin du secret bancaire, avec maintenant la régulation des gérants et des trustees, qui étaient des industries sur lesquelles le contrôle n'était pas du tout le même que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui, quand on en parle aux acteurs, je pense que c'est positif, parce que ça vient donner une image de marque à la Suisse à l'échelle internationale de sérieux, de transparence, de sécurité, etc. Évidemment qui ramène des contraintes associées en termes de gestion de cette conformité. Et comment est-ce que ça a été reçu par vos clients, notamment les gestionnaires de fortune, tous ces changements-là ? Donc je pense que ça secoue quelque part.
Est-ce que c'est difficile de s'adapter vu que majoritairement, je pense que c'est quand même des petites structures? Comment ça se passe pour elles, tous ces changements? Alors, c'est intéressant parce qu'on est en plein dedans et c'est pas fini. C'est-à-dire, les 2-3 prochaines années, probablement, vont vraiment signifier les tendances et les décisions qui vont être prises par les gérants de fortune indépendants. Là, on a des chiffres de la FINMA très récents, puisqu'elle a fait des publications en ce début d'année sur les gérants de fortune indépendants qui ont obtenu leur licence, ceux qui ne l'ont pas encore obtenu, qui n'ont pas déposé de dossier pour l'obtenir. Donc là, on a déjà passablement de traîne par rapport à ça. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie des structures les plus grandes qui avaient anticipé, qui ont eu leur licence très tôt, qui sont déjà conformes, et pour elles, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'elles étaient déjà structurées comme ça. Il y a la partie opposée, ce qu'on appelle souvent les one-man shows, des personnes qui étaient seules, qui géraient des clients. Pour eux, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'avoir une structure avec de la compliance, avec des vraies responsabilités, délégation de responsabilités, probablement qu'ils ne vont pas y arriver. Et c'est une charge financière en plus? Alors, pour tous, c'est une charge financière en plus. Donc, ça veut dire que ça impacte pour tout le monde le business model, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, pour ces petites structures, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont en train de devenir conseillers. Donc ça a été une évolution de la FINMA qui a dit jusqu'à présent, il n'y avait pas cette catégorie qui existe dans beaucoup d'autres pays à l'international. Finalement, demain, ceux qui n'ont pas envie d'avoir les contraintes pourront devenir conseillers et s'appuyer sur des banques dépositaires, sur d'autres structures pour pouvoir faire les placements, passer les ordres, etc. Donc ça, c'est un premier trend. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, conseiller, dans ce cadre-là? Ça veut dire qu'on ne peut pas agir directement pour le compte du client sur le compte en banque. Donc on va pouvoir lui donner des conseils de placement, des conseils d'optimisation, etc. Mais on n'aura pas un droit d'exécution au sein de la banque ou des banques dépositaires, ce qui est l'une des particularités des gérants de fortune indépendants. Et c'est un élément qui est assez intéressant parce qu'on travaille à l'international sur le sujet. La Suisse est le leader mondial des gérants de fortune indépendants. C'est une spécificité suisse. Il y a peu de pays qui ont autant et qui ont une telle culture de la gestion de fortune indépendante. Souvent, c'est plutôt intégré dans les banques. C'est les banques privées qui font ça. Ou dans beaucoup de pays, ça va être des conseillers, des personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'à la gestion directe des comptes. Mais du coup, ça charge le client finalement. Ils n'ont peut-être pas envie. Ou dans ce cas-là, ils se disent pourquoi ne pas créer une family office ou aller chez une family office ou aller ailleurs. Je ne sais pas si ça dynamise ou en tout cas ça remodélise le domaine. Alors, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Donc, il y a des gérants qui ont fusionné, il y a des gérants qui rejoignent des structures où ils deviennent gérants d'une structure, mais où il y a une délégation pour toute la partie compliance, réglementation, etc. Donc ça, c'est un vrai trend et il y en a plusieurs qui se sont positionnés. L'enjeu ici, c'est de mutualiser les moyens pour se focaliser sur son cœur métier qui est la gestion de fortune. Donc ça, c'est une vraie tendance de marché. Il y a aussi des banques qui se sont associées, voire qui ont racheté des structures de gérants de fortune indépendants. Ça, c'est un autre trend. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on parle en Suisse d'une consolidation du marché des gérants de fortune indépendants. Dans la réalité, on ne l'observe pas tant que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une vraie consolidation. Il y a un marché qui, naturellement, devient moins important en nombre d'acteurs. Mais il n'y a pas une vraie concentration et consolidation du marché. Puis il y a aussi des banques qui prennent de plus en plus de place dans cet écosystème-là. Donc c'est un marché qui est assez fascinant. Il y a aussi la compétition d'autres places internationales qui émergent, avec des gérants qui, certains, ont déménagé pour aller dans d'autres juridictions où typiquement il n'y avait pas ces enjeux réglementaires. C'est un marché qui est vraiment intéressant et qui est très dynamique. Est-ce qu'on peut imaginer, je dirais peut-être plutôt une formation de cluster. Et j'imagine plutôt, d'après ce que vous décrivez, comme le marché des avocats, où vu que c'est des personnes qui agissent en leur nom propre, donc en fait on aurait des cabinets, ou voilà, des gens qui sont là avec leurs propres clients, et puis qui gèrent, qui, comme vous disiez, se mutualisent pour gérer tout l'aspect, j'allais dire juridique, pas juridique, oui, juridique et administratif dans ce cas-là, pour que vraiment ils puissent se concentrer sur leur métier, en fait, tout simplement. Ouais. Donc on aurait plutôt des clusters, si on peut appeler ça, et puis donc ouais, c'est pas vraiment une consolidation en soi, parce que ce serait plutôt quelque chose d'uniforme, et je pense pas que ce soit le cas. Alors c'est une vraie tendance.
Après, ce qui est intéressant, et le nom des gérants de fortune indépendants l'indique bien, hein, il y a indépendant dans le nom. Donc c'est souvent des acteurs qui ont envie d'être indépendants. Et arriver à se mettre avec d'autres acteurs, c'est pas toujours facile. Et parfois, ils vont préférer changer, pivoter de business model pour ne pas nécessairement être réglementés, plutôt que rentrer dans un cluster. Il y a vraiment deux trends différents, mais le concept de cluster se développe bien, et souvent, c'est des structures qui ont une forte croissance, parce qu'ils arrivent à attirer justement assez facilement certains gérants qui viennent avec leur pool de clients, et du coup, qui n'ont pas besoin de gérer, on va dire, toute la partie administrative et réglementaire. Les personnes qui changent pour devenir conseillers, est-ce qu'elles n'ont pas aussi des contraintes légales ou bien... Alors, elles doivent s'inscrire à un registre des conseillers. Donc aujourd'hui, tel que c'est organisé en Suisse, on a 5 organismes de surveillance qui ont été approuvés par la FINMA et qui ont une délégation du régulateur pour surveiller les acteurs. Elles surveillent principalement les gérants de fortune indépendants, les trustees. Et là, on parle vraiment de surveillance. Donc ça veut dire qu'il y a des audits qui sont commandités très régulièrement pour pouvoir contrôler les informations. S'il y a des anomalies, alors elles sont reportées à la FINMA qui va mettre ses équipes d'enforcement pour aller approfondir les sujets qui doivent être approfondis. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle un registre des conseillers qui est beaucoup plus light, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on avait auparavant avec les organismes d'autorégulation, où on peut s'inscrire avec quelques conditions à ce registre, être affilié à un organisme de surveillance et ensuite opérer en tant que conseiller. Alors, évidemment, il y a beaucoup moins de risques du point de vue de la FINMA, puisqu'on ne gère pas directement l'argent des clients, on va juste leur donner des conseils, et c'est quelque chose probablement qui va se développer dans les prochaines années, parce qu'il y a peu de barrières à l'entrée, c'est facile à mettre en place, il y a peu de contraintes réglementaires, et c'est très développé dans beaucoup d'autres pays. Et parfois, il y en a, alors si on prend les États-Unis, si on prend des communautés de conseillers qui sont très très importantes et qui sont rémunérés par typiquement des fonds, des acteurs qui vont rémunérer la distribution de leurs produits. Et les banques dans tout ça, est-ce que c'est un gros avantage concurrentiel pour elles ou pas? Alors, c'est intéressant parce que sur le trend des banques, on voit un trend qui est assez intéressant. C'est qu'il y a une consolidation du marché bancaire qui s'opère peut-être plus rapidement que celui des gérants de fortune indépendants. Donc, il y a de moins en moins de banques. Les banques fusionnent. Encore récemment, on a la banque Gonet qui a été rachetée par une banque. Donc, ça, c'est un vrai trend. Et probablement que les plus petites banques, qui parfois, voire souvent, sont plus petits que des gros gérants de fortune indépendants, vont pas pouvoir rester très longtemps seuls. Donc vont devoir s'adosser à un autre groupe. L'année dernière, on a la banque Rail qui a été rachetée par Intesa Sanpaolo. Donc ces marchés de concentration, on les opère vraiment avec plein d'intérêts derrière sous-jacents. Il y a des vraies logiques de scalabilité, de pouvoir mutualiser des moyens, de pouvoir travailler plus à l'international. Donc ça, c'est un premier vrai trend. Et en même temps, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on a des nouvelles banques qui obtiennent des licences bancaires. On a des banques spécialisées crypto en Suisse comme Signum et Seba qui ont obtenu une licence bancaire uniquement sur cette thématique. On a des nouvelles banques à Genève comme Flowbank qui ont obtenu leur licence, ou Rail avec sa plateforme également pour faire des digital platforms, digital bank. Donc il y a quand même deux trends qui sont en train de s'opposer, qui sont assez intéressants et qui dynamisent là pour le coup vraiment le marché. Parce que historiquement, on avait Swissquote qui était positionné comme, on va dire, banque innovante, banque digitale, et puis c'était à peu près tout. Et là, si on prend les 5 dernières années, on a quand même beaucoup de nouvelles banques qui ont été créées sur des focus fintech, si on veut, thématiques, mais alors des néobanques aussi, on en a quand même plusieurs en Suisse qui ont été créées. Donc là-dessus, il va se passer des choses. Ce qu'on observe quand même, et ça c'est une vraie spécificité suisse, c'est que c'est plutôt créé par les acteurs institutionnels que par des entrepreneurs ou des acteurs qui émergent from scratch. Et c'est le cas de toutes les nouvelles banques en Suisse. Et en Suisse, on a quand même une vraie composante où les entrepreneurs rapidement vont faire du business to business plutôt que du business to consumer.
parce que le marché est plus facile, parce que la culture est plus facile à mettre en œuvre de ce point de vue-là. Il y a une vraie culture suisse de la fintech. On a quand même des core banking systems qui sont les leaders mondiaux qui ont été créés en Suisse, qui se sont développés, qui sont incontestables. Mais on a peu d'acteurs fintech qui ont réussi dans du B2C à l'échelle globale. Si vous me demandez un exemple, je pense que je serai incapable de vous en donner un, alors que des exemples aux États-Unis, au UK, etc., c'est très facile d'en donner au moins un. Il y a un élément où en Suisse, très rapidement, on est obligé de travailler en 3 langues, voire 4 langues. Du coup, on a une capacité de développement international qu'on a dans très peu de pays voisins. En Europe, on va plutôt être sur 1 ou 2 langues. Donc potentiellement, on pourrait voir émerger des fintechs en Suisse qui, très rapidement, arriveraient à se développer à l'international. Potentiellement. Il y a un frein qui est quand même un frein, là, pour le coup, réglementaire, c'est qu'avoir une licence en Suisse ne va pas nécessairement permettre d'adresser le marché européen ou le marché américain. Il va falloir avoir une deuxième licence dans un de ces pays-là. Et c'est pour ça qu'on voit des néobanques beaucoup plus facilement se développer à Berlin, à Londres, en Estonie, adresser tout le marché européen, voire global, et puis potentiellement un jour avoir un partenaire en Suisse pour adresser le marché suisse. Mais le marché est trop petit pour que ça démarre depuis la Suisse. Ce qui est quand même dommage. Et si on prend l'exemple de Swissquote, Swissquote, c'est quand même une banque régulée, digitale, qui aurait un vrai potentiel de développement international, mais qui reste quand même très suisse-au-suisse, avec quelques développements dans certaines juridictions, mais ça reste marginal. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aussi un des freins, en plus de celui qui est légal et en plus de la taille du marché, que c'est le consommateur final, qui lui aussi... alors, paradoxalement, la Suisse, c'est un pays très novateur et où il y a beaucoup d'innovation, mais est-ce que le client final est si aventurier que ça? Et surtout dans le domaine, quand ça concerne l'argent. Ouais, alors c'est une bonne question. C'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises. Mais est-ce que vous avez un compte Revolut? Non, pas encore. Alors moi j'en ai un. Et je gère beaucoup de choses transactionnelles sur mon compte Revolut. Si je pouvais avoir le compte d'une néobanque suisse, et j'ai essayé les néobanques suisses, mais c'est pas équivalent, je le ferais probablement beaucoup plus facilement parce que je me sentirais plus en sécurité, plus dans ma juridiction, contrôlé, etc. Et là, je pense qu'il y a quand même un gap où les consommateurs sont prêts à aller sur certains sujets pour le change, parce qu'il y a plein d'acteurs technologiques qui font maintenant du change rapide, moins cher, etc., facilement. Il y a plein de néobanques qui permettent d'avoir une gestion multi-compte, multi-devise, très simple, avec des cartes où quand on voyage, tout est un petit peu plus simple, moins coûteux. Ou si c'était des acteurs suisses, je pense qu'on irait beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, on est obligé de passer par des sociétés étrangères, en grande partie pour le faire. Alors, il y a des acteurs qui émergent et ça a probablement changé, mais on a toujours un gap temporel qui est quand même assez important. Revolut, maintenant, c'est quand même établi, et je prends l'exemple de Revolut, mais il y en a d'autres. Si on prend l'exemple de TransferWise sur le change, c'est un des leaders mondiaux, ils sont établis. Nous, on voit que c'est beaucoup plus long pour développer ce type de solution. Alors, vous l'avez évoqué plus ou moins tout à l'heure, mais je pense que c'est une partie qui est quand même importante sur laquelle on aimerait bien s'attarder un peu. C'est justement tout le secteur financier dans ce cas roman. Avant de commencer l'analyse, une première question. Comment est-ce qu'il va, ce secteur aujourd'hui? Le secteur financier, selon vous? Alors écoutez, je pense qu'il va très très bien. Que contrairement à peut-être certaines perceptions, les perspectives sont enthousiasmantes, qu'on a une vraie sécurité, que les clients ont confiance dans tout ce qui se passe en Suisse romande ou en Suisse en général, qu'il y a une vraie compréhension des enjeux et intégration de ces enjeux. De la part de tout le monde? De la part de tout le monde. Alors plus ou moins rapidement, mais de la part de tout le monde. Et que du coup, de ce point de vue-là, c'est assez rassurant. Après, en tout cas, moi, ce que je peux observer, c'est qu'il y a différents trends selon les marchés, où on voit qu'en Asie, les clients sont déjà très digitaux, demandent des outils digitaux de façon proactive. Quand ils sortent, ils les utilisent. Alors que
en Suisse, les clients ne demandent pas particulièrement des outils digitaux, en tout cas pas spontanément, parce qu'on n'a pas la même typologie de clients privés, on va dire en tout cas dans le wealth management. Il y a vraiment des aspects générationnels aussi et des aspects culturels qui sont très différents en fonction des continents et des places. En Suisse, on est encore relativement conservateur et plutôt avec une génération qui est la génération des parents ou des grands-parents qui ont leur fortune déposée en Suisse. Pourtant, le consommateur suisse, en termes de paiement, il est aussi très digitalisé en comparaison avec, je ne sais pas, la France ou d'autres pays qui utilisent encore les chèques. Moi, honnêtement, j'en ai jamais utilisé. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Alors, je pense qu'en comparaison avec peut-être l'Europe ou le reste du monde, c'est vrai qu'on est très digitalisé. Après, c'est, je pense, une autre forme de digitalisation que ce que vous mentionniez, par exemple, en Inde ou en Chine, typiquement. Après, qui a raison, qui a tort. Enfin, je pense que c'est juste une autre forme d'utilisation. Ouais, alors c'est intéressant votre point parce qu'on voit, typiquement, on voit en Afrique qu'ils ont déjà adopté très rapidement les paiements digitaux, qu'ils le font entre opérateurs téléphoniques. Oui, donc là, ce ne sont même pas les opérateurs bancaires qui sont dans la chaîne de valeur, ce qui est un cas d'usage quand même très très intéressant et les opérateurs sont très observateurs de ce cas d'usage parce qu'ils pourraient se positionner, et plusieurs le font, sur cet aspect bancaire. Bon, il faut aussi rappeler qu'il y a une majorité de la population dans les pays émergents qui ne sont pas bancarisés. Une des raisons qui a fait que la FinTech apparaît, c'est parce qu'il fallait trouver une solution rapide et digitale pour tous ces acteurs, ces utilisateurs, consommateurs, qui n'avaient pas de solution et qui devaient transférer de l'argent rapidement, comme vous disiez. Exact. Et ce que je trouve fascinant avec l'exemple africain, c'est qu'il montre que la barrière n'est pas si grande. Finalement, on pourrait c'est pas si compliqué. C'est ça. On pourrait voir émerger des acteurs qui aujourd'hui sont pas du tout dans le paysage très rapidement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tout ce qui a été développé, alors en Afrique, mais pas que, c'est le cas en Asie aussi, est basé sur le téléphone portable. Et ça, c'est un changement de paradigme fondamental parce qu'on passe tous de plus en plus de temps sur notre téléphone portable. Et tout ce qui a été construit ces dernières décennies dans l'industrie de la finance n'a pas été construit évidemment sur le téléphone portable. Donc c'est des infrastructures lourdes qui ne sont pas mobiles, qui ne sont pas aussi agiles et réactives qu'on ne pourrait l'avoir. Ce qu'on observe avec les banques, c'est qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent typiquement sur les chats de leur e-banking avec des taux d'utilisation qui sont très faibles, voire quasiment nuls. Parce que le client, il n'a pas envie de se connecter à un e-banking pour parler sur un chat, pour recevoir une réponse. Il ne sait pas quand. Du coup, il va plutôt utiliser une messagerie instantanée, avoir une réponse très rapide, et puis le banquier, il va faire la même chose en fait, parce que lui-même, il n'a pas envie nécessairement d'avoir les contraintes, parce qu'il est sur la route, d'attendre derrière un laptop pour pouvoir communiquer avec ses clients. Non, un des éléments fondamentaux de son métier, c'est être réactif, c'est être à proximité de son client, et c'est pouvoir répondre rapidement à ses questions. Et là, ce qu'on observe, c'est que ça, c'est un changement de paradigme quand même assez important, où là, peu d'acteurs sont encore préparés. On le voit avec l'exemple de WhatsApp, où il y a eu l'année passée plus de 2 milliards d'amendes de banques qui utilisaient WhatsApp. Plusieurs banques ont interdit, mais aujourd'hui, malgré tout ça, il y a même beaucoup de communication qui se passe sur WhatsApp. Donc là, on est à l'aube, pour le coup, je pense, d'amendes qui vont arriver en Suisse, assez importantes, qui vont pénaliser des gérants de fortune, des banquiers, alors qui vont pénaliser à deux niveaux, qui vont pénaliser les institutions, qui vont devoir payer des amendes aux régulateurs, mais aussi aux individus qui vont être tenus responsables à titre personnel et qui risquent d'être licenciés ou d'avoir eux-mêmes des amendes personnelles pour l'utilisation de tel type de solution. Mais il serait amendable, pourquoi exactement ? En fait, une des grandes problématiques aujourd'hui, c'est que les banquiers, les gérants de fortune doivent pouvoir documenter vis-à-vis des régulateurs les communications avec leurs clients, pour être certains qu'ils ne sont pas en train d'arnaquer un client, etc. Donc s'il y a un audit a posteriori, le régulateur doit pouvoir voir une copie de ces communications pour être sûr que tel gérant de fortune n'a pas vendu quelque chose de frauduleux ou quelque chose de pas du tout approprié à un client. Donc ça, c'est valable à l'échelle globale.
tous les régulateurs demandent ça. Et la grande problématique de WhatsApp, c'est que c'est entre individus. Donc typiquement, si je devais être banquier dans une banque, que je communique avec mon client sur WhatsApp, ma banque, elle n'a aucune idée de ces communications, elle n'a aucune copie. Si potentiellement mon client me passe des ordres ou m'envoie des documents comme une pièce d'identité ou je ne sais pas quoi sur WhatsApp, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est juste impossible. Donc la plupart des banques l'interdisent aujourd'hui. La plupart des banquiers l'utilisent. Parce que le client est sur WhatsApp, c'est facile de communiquer, etc. Et là, on est dans une situation délicate qui ne va pas durer très longtemps. Alors, il y en a certains qui se préparent, d'autres qui cherchent à se préparer, mais sur lequel je pressens qu'assez rapidement, il va y avoir des situations qu'on pourra lire dans les médias en Europe et en particulier en Suisse, et d'autant plus que c'est une application américaine. Donc, en vertu du Cloud Act américain, ça veut dire qu'il y a une copie de tous les messages qui peuvent être lus par le gouvernement américain, etc. Et quand on voit le montant des amendes aux États-Unis sur une application américaine, qui a priori, il y a la problématique de copie, de ne pas avoir l'archivage des informations, mais ça reste une application américaine, quand les amendes vont tomber en Europe et en Suisse, ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus important. Et là, on va revivre des choses qu'on a vécues par le passé sur le secret bancaire ou des choses comme ça, et sur lequel peu d'acteurs sont préparés aujourd'hui, voire aucun, parce que finalement, tout le monde le fait. Donc c'est un phénomène assez particulier où le digital très vite impose des modes de fonctionnement, et l'utilisation d'une solution comme WhatsApp, ça s'est accéléré radicalement avec le Covid en particulier. Tout est devenu digital, tout le monde communique comme ça. Sauf que aujourd'hui, on est en non-conformité, tout le monde en est conscient, mais tout le monde le fait quand même. Je rappelle que WhatsApp est détenu par Facebook ou Meta, et les serveurs sont physiquement aux États-Unis. Donc du coup, à partir du moment où les serveurs sont physiquement dans un pays, c'est la régulation du pays qui fait foi. Et dans notre cas, donc ce serait les clients suisses ou à travers le monde qui parlent avec leur banquier suisse et qui ont les datas stockées aux États-Unis. Donc d'autres types de règles qui s'appliquent, qui sont pas forcément, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, c'est clairement impossible. Personne ne peut l'utiliser. Voilà. Et c'est, alors, il y a plusieurs banques qui ont fait des circulaires pour dire à tous leurs collaborateurs que c'était un motif de licenciement immédiat, etc. Ici à Genève et en Suisse. Ça, c'est la théorie. Et dans la pratique, on est quand même dans un système à double vitesse qui est vraiment pas, alors qui est pas trivial, hein, parce que si on se met à la place d'un banquier, on a quand même aussi envie d'être en contact. Et puis parfois aussi, l'autre difficulté, c'est qu'un client peut être un ami. C'est le cas notamment pour les gérants de fortune indépendants. La plupart de leurs clients sont des amis. Ouais, c'est une relation particulière qui va au-delà de la finance. Exactement. Et du coup, à quel moment on est dans une communication privée ou dans une communication professionnelle ? Si on prend l'exemple des emails ou des téléphones, les banques enregistrent, ont une copie de tous les emails et de toutes les communications téléphoniques. Si on prend l'instant messaging, là, aujourd'hui, il n'y a pas de règle. Ce qui met en difficulté, et ce sera intéressant d'entendre un responsable de la compliance ou du risque d'une banque, mais ce qui les met en difficulté majeure aujourd'hui. Et c'est donc un des produits que vous proposez avec Weekend Group. Exactement, ouais. Qu'est-ce que vous proposez ? Du coup, fort de ce constat, en travaillant avec des banques et des gérants de fortune indépendants, Weekend Comply, c'est pour l'échange de données structurées, et on a créé une application de messagerie sécurisée et compliant qui s'appelle Weekend Connect, qui répond exactement à ce problème-là. Donc de dire finalement, l'alternative à WhatsApp, c'est Weekend Connect. Les données, et c'est une vraie particularité, ne sont pas stockées par Weekend, ne sont pas centralisées, alors que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, on ne les stocke pas. Donc on n'a pas un risque, nous-mêmes, d'être attaqués par des hackers ou par n'importe qui. Elles sont décentralisées. Donc c'est-à-dire que la banque a une copie de tous les messages, le client a une copie des messages sur son téléphone portable, et nous, on organise en fait le cheminement des messages entre les différents acteurs, avec des messages qui sont encryptés, qui sont audités grâce à la blockchain, etc., et qui permettent à plusieurs acteurs de pouvoir transférer des messages authentiques. Et ça, c'est un élément qui est, en tout cas dans le métier de la banque privée, qui est très important, parce que c'est une chaîne de valeur. On va avoir un client privé qui va parler avec son fiscaliste,
avec son gérant de fortune, avec son avocat, avec son notaire, potentiellement avec des membres de sa famille. Et ces informations vont être transférées parmi tous les différents acteurs. Comment s'assurer que dans cette chaîne de communication, il n'y a pas eu un intermédiaire malveillant qui est venu pirater la communication pour mettre un autre IBAN, pour mettre d'autres informations et pirater finalement cette communication. Donc là, ce qu'on vient apporter, c'est une chaîne de communication sécurisée pour éviter ça et qui garantit l'authenticité de chacun des émetteurs de messages. Donc une fois de plus, vous utilisez la blockchain comme on a dit un vault, donc comme un espace de stockage. Alors là, ici, c'est pas un espace de stockage. Donc là, le paradigme qu'on a pris, c'est le stockage est décentralisé. Par contre, la blockchain est un layer, une couche d'auditabilité. Donc ce qu'on fait, sans rentrer dans trop de détails techniques, c'est que chaque message génère ce qu'on appelle un hash, donc une preuve mathématique du message qu'on enregistre sur la blockchain. Et finalement, si demain, vous m'envoyez un message et vous avez une copie du message, j'ai une copie du message, admettons que je sois à la banque, on est en désaccord parce que vous m'avez dit d'acheter du Nestlé à je ne sais pas combien, et puis moi, je ne l'ai pas fait. Devant un tribunal, vous allez pouvoir prouver que votre message est authentique et que moi, je n'ai pas exécuté ce que vous m'avez dit de faire. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation de la blockchain comme preuve d'auditabilité de l'authenticité d'une communication. Et ça, c'est un usage aujourd'hui, je pense, qui va être un des usages les plus importants de la blockchain dans les prochaines années. Aujourd'hui, si on regarde, alors je ne sais pas si vous avez des interactions avec la blockchain ou pas. Peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, c'est une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas nécessairement. Ouais. Et probablement que non. Hormis en achetant des crypto-monnaies, il y a peu de cas d'utilisation qui sont accessibles au grand public. Demain, ça, c'est un cas d'utilisation qui va permettre à tout un chacun d'avoir des interactions avec la blockchain sans nécessairement comprendre qu'il y a de la blockchain et comment fonctionne la blockchain, mais qui va avoir une vraie valeur ajoutée dans le processus, sans générer toutes les problématiques de la blockchain, c'est-à-dire la consommation énergétique, les coûts de transaction, enfin tout ce qu'on peut connaître et qui génère de la friction. Là, finalement, on les enlève et on apporte une valeur ajoutée qui est l'authenticité et l'auditabilité. Comment est-ce qu'on peut appeler cette utilisation de la blockchain ? Alors, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Donc, dans l'industrie, c'est le fait de pouvoir pousser des informations qui vont garantir que personne, absolument personne, n'ont pu les altérer a posteriori. Et ça, c'est un vrai challenge parce qu'aujourd'hui, si je suis une banque, si je suis un État, si je suis n'importe qui, si j'ai envie de modifier une entrée dans une base de données, potentiellement, je vais pouvoir le faire. Là, si c'est fait, alors ce sera visible. Parce que cette base de données, elle est décentralisée, elle est transparente. Tout le monde y a accès, en tout cas les transactions sont transparentes. Donc ça s'appelle de l'ancrage et c'est un des cas d'usage, je pense, qui aura une grande utilité parce qu'au-dessus de ça, on peut apporter beaucoup de valeur ajoutée. Typiquement, prouver qu'on est le premier à avoir une idée, prouver qu'un document est authentique, prouver que cette communication est bien la communication qu'on avait faite. Voilà, avoir vraiment des éléments de preuve irréfutables et que personne, absolument personne, ne peut altérer. Et probablement qu'en Suisse, on a moins de problèmes que dans certains endroits, mais dans beaucoup d'endroits, être capable de prouver que personne n'a altéré une information, ça peut être un enjeu très très important. C'est très intéressant de voir comment est-ce que les différentes utilisations de la blockchain, donc comme on a dit, que ce soit dans l'ancrage, dans le vote ou comme on connaît avec les cryptos ou autres, apportent vraiment une vraie plus-value dans les besoins du quotidien et comment est-ce qu'elles sont en train de changer et de modifier les différents business dans leur ensemble. Enfin, tout cet aspect d'authentification, c'est énorme. Et je pense que tout ce qui est justement pour les droits d'auteur, les innovations, enfin, ça regroupe tellement de choses en un point, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ça va changer passablement l'ordre établi et la façon dont on fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les registres officiels sont souvent des entités.
Donc si on prend les registres des inventions, c'est l'OMPI. Alors à Genève, on a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui gère un registre sur lequel on va déposer ces inventions. Demain, on va très facilement pouvoir protéger une invention tout seul avec une transaction sur la blockchain qu'on pourrait envoyer comme un message. Donc ça, c'est quand même des changements qui sont très très importants. Et potentiellement, on peut l'imaginer pour tous les cas d'usage. Même des registres traditionnels. Typiquement, si on prend l'exemple du registre du commerce, il est assez fondamental parce qu'aujourd'hui, il sert à quoi ? Il sert à contrôler que les administrateurs d'une entreprise sont bien les bonnes personnes, que s'il y a eu des radiations ou des modifications, on a l'historique et qu'on fait confiance à une institution pour tenir ce registre. Demain, on peut imaginer que ce soit la blockchain qui soit ce registre-là, qui soit décentralisé. Ce qu'on ne va pas supprimer, au contraire, je pense que ça va vraiment augmenter la valeur de cette activité-là. C'est les personnes qui enregistrent l'information sur la blockchain. Parce qu'un des enjeux, c'est que sur la blockchain, il y a de l'information de qualité. Et ça, c'est le vrai challenge, c'est que si tout le monde pousse n'importe quoi sur la blockchain et puis après il vient et dit regardez, c'est moi qui l'ai mis, ça aura finalement très peu, voire pas de valeur. Par contre, si c'est des personnes de confiance qui font cet enregistrement, alors là, on va pouvoir digitaliser beaucoup d'activités et du coup réduire aussi le coût, le rendre beaucoup plus accessible à l'échelle globale. Et si on prend l'exemple des inventions, c'est quand même quelque chose qui se produit tous les jours. Tout le monde a des idées, tout le monde fait des créations, chacun à son niveau, et très peu de personnes finalement les protègent ou les protègent comme ils devraient les protéger, parce que c'est cher, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas accessible à tout le monde, alors que la blockchain va permettre de le faire demain en un clic, potentiellement pour quasiment rien. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quelqu'un, depuis sa chambre, peut demander à ChatGPT de lui écrire une chanson, de l'enregistrer sur un logiciel gratuit ou sur son téléphone et l'éditer avec un logiciel gratuit, de la mettre sur la blockchain en tant que Vault et la faire authentifier par une blockchain, comme vous avez dit, d'ancrage, et utiliser des chatbots pour pouvoir la diffuser sur les différents réseaux. Tout ça, depuis sa chambre, en quelques clics et quasi gratuitement. C'est juste incroyable. Alors, moi, je crois énormément à la combinaison de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Et je pense que de part et d'autre, le mariage de ces deux technologies va vraiment faire beaucoup de sens. Parce qu'une des grandes difficultés aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est arriver à utiliser de la donnée de qualité. Et on le voit avec ChatGPT, avec d'autres, c'est que ça a été formé, traîné par des êtres humains qui ont drivé les sources d'informations, etc. Mais si demain, ça devait être directement connecté au web et aller chercher de l'information partout, alors on n'aurait probablement pas les mêmes résultats ou ces résultats pourraient être dangereux. Et ça va être un point de bascule. Il y a déjà eu plusieurs tests où on a vu des dérives importantes. Si demain, l'information était structurée, consolidée sur des infrastructures de type blockchain et qu'au-dessus de ça, on y rajoutait de l'intelligence, alors là, ça deviendrait beaucoup plus puissant. Et ça va jouer du coup dans les deux sens. C'est-à-dire, on peut imaginer que des intelligences artificielles vont faire de la création qui vont elles-mêmes être protégées par la blockchain, mais aussi des datas qui vont être consommées par l'intelligence artificielle qui viendront directement de la blockchain. Un nouveau type de voyage et il faudra être sûr d'embarquer tout le monde dans la même direction. Ouais, ça, c'est un vrai challenge. Hein. Je pense que c'est déjà pas trivial pour le plus grand nombre de comprendre les enjeux de l'IA, les enjeux de la blockchain. Et puis, on voit quand même d'autres perspectives technologiques qui arrivent derrière qui sont potentiellement encore plus grandes que ça. On parle beaucoup du quantique. À Genève, on est d'ailleurs une des places, des plus grandes places mondiales en termes de recherche sur le quantique. À l'Université de Genève, on a notamment des professeurs qui ont été les créateurs d'idées quantiques qui a été revendu et qui fonctionne très très bien, qui ont fait d'ailleurs des publications encore l'année dernière dans Nature sur comment gérer des transactions quantiques. Enfin, il y a vraiment un degré de recherche et de compréhension de ces sujets qui est très avancé. Et alors là, on va encore toucher des enjeux pour le plus grand nombre qui seront encore plus difficiles à comprendre.
mais qui vont encore plus faire basculer tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans une autre dimension. Alors, est-ce que aujourd'hui, les acteurs de la finance ont les moyens de réellement comprendre ce qui se passe et les moyens d'intégrer toutes ces nouvelles technologies? Alors, je pense que oui. Et moi, ce que j'observe, c'est que les acteurs de la finance sont ceux qui investissent le plus dans l'innovation, toute industrie confondue. Donc, qui veulent anticiper ces changements. Alors évidemment, c'est pas partout pareil, c'est pas dans toutes les institutions pareilles, etc. Il y a toujours des décalages en fonction des pays, etc. Mais globalement, c'est ceux qui ont le plus d'avance sur l'identification et l'adoption des nouvelles technologies. Parce qu'ils ont des enjeux qui sont tellement importants qu'ils ne veulent pas les subir, donc ils préfèrent les anticiper. Parfois, c'est pas visible. Donc il y a ce qu'on voit nous, mais il y a aussi ce qu'ils font eux, et ils ne le rendent pas nécessairement accessible. C'est vraiment de la R&D interne. Mais tout ça, c'est pour comprendre les enjeux, les intégrer et potentiellement les sortir le moment venu, mais pas les subir. Et je pense vraiment que c'est l'industrie qui investit le plus dans l'innovation. Donc, tout va bien. On a beaucoup de bonnes choses à Genève et dans le domaine de la finance. Si on devait quand même penser à des points d'amélioration, ce seraient lesquels? Bon, je pense qu'en Suisse, un point d'amélioration réel, c'est qu'on a une industrie qui se catégorise de smart followers. Smart follower, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas eux qui vont faire le move le premier. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Ouais. Et je pense que c'est une vraie réalité. Pour travailler dans des places comme le Luxembourg, comme Singapour, Luxembourg, il y a vraiment beaucoup plus de travail. Typiquement, si je prends un exemple sur l'open banking, le fait que les banques et les acteurs de l'écosystème, notamment les fintechs, puissent se partager et consommer des données très facilement. Ce qui crée un écosystème d'innovation qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui en Suisse. Et si on prend l'open banking en Suisse, personne n'en fait aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes exigences réglementaires, ça va arriver plus tard. Mais ça veut aussi dire qu'on a du retard par rapport au UK, par rapport au Luxembourg, par rapport aux États-Unis qui sont très très en avance sur l'open banking. Parce qu'on a tendance à vouloir être conservateur. Alors ça a plein de qualités. Mais le risque, c'est qu'à un moment donné, on n'arrive pas à suivre la tendance. C'est que cette tendance-là aille beaucoup plus vite que nous, et puis potentiellement, on voit émerger des acteurs qui n'existaient pas et qui prennent des parts de marché très importantes assez rapidement. Donc, selon vous, si on devait résumer les différents trends que vous avez observés sur le marché ou auprès des acteurs, comment est-ce qu'on peut les résumer ? Alors, on a pas mal parlé de réglementation. Je pense que ça, c'est un vrai trend. C'est qu'on va avoir de plus en plus de réglementation. Quel que soit le secteur, quels que soient les sujets, c'est un trend de fond. C'est un trend qui existe depuis déjà maintenant pas mal d'années, mais qui va continuer à se renforcer. Donc, c'est inévitable. Du coup, une des grandes questions et un des grands challenges pour tous les acteurs, c'est comment réussir à gérer ça et à le gérer le mieux possible. Parce qu'il y en a beaucoup qui le gèrent, qui aujourd'hui l'ont subi plus qu'ils l'ont géré. Et du coup, là, on a un élément d'inflexion où ça devient tellement important qu'il faut réussir maintenant à anticiper ce qui va se passer et probablement à investir davantage sur cette thématique pour la gérer. Et du coup, la réglementation au sens large, avec des amendes, avec des contrôles, avec tout ce qui va avec. Donc, il y aura un poids de la réglementation qui va être encore plus important. Est-ce que je peux juste intervenir là-dessus ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Dans un cadre suisse, alors oui, on a l'habitude de la réglementation, mais dans une époque où tout va de plus en plus vite, on est dans une période où il y a beaucoup de choses innovantes qui sont en train de voir le jour. Est-ce qu'on ne tuerait pas, comment on dit, l'œuf, on ne tuerait pas le poussin dans l'œuf avec justement un cadre. Alors, qui dit réglementation dit pas forcément strict, dit simplement poser un cadre, mais quand même, un cadre quand même.
Alors, je vais prendre un exemple qu'on a eu l'occasion d'aborder dans nos discussions, mais si on prend l'exemple de FTX et des places de marché d'achat de crypto, qui aujourd'hui sont très peu, voire pas régulées, qui sont très opaques, sur lequel il y a des dizaines ou des centaines de millions de personnes qui mettent leurs économies, potentiellement qui les perdent. C'est exactement le cas de FTX. Je pense que la régulation est vraiment saine et protège, comme on l'évoquait en début, le consommateur final, la personne qui ne va pas nécessairement se renseigner sur quels sont ses interlocuteurs. Et aujourd'hui, on arrive sur cette thématique en particulier à des vraies dérives où personne ne sait qui est un acteur de confiance. Ce qui est quand même critique dans une industrie qui gère de l'argent. Donc je pense que la régulation est vraiment saine de ce point de vue-là, qu'elle est positive. Alors elle ne s'est pas mise en place au début et elle a laissé pas mal d'innovations. Évidemment, l'enjeu de tout ça, c'est qu'il y a des abus. Et du coup, il y a des personnes qui perdent leur argent. Donc je pense que maintenant, c'est le bon moment pour l'avoir, en tout cas sur ces thématiques. Après, ce qui est compliqué, c'est sur des acteurs établis qui gèrent des business de façon pérenne, etc. Rajouter des couches de réglementation, c'est rajouter de la friction dans leur activité quotidienne, dans leur business, etc. Et ça, c'est pas évident. Mais encore une fois, je pense qu'en Suisse, le régulateur le fait en bonne intelligence. C'est-à-dire c'est vraiment jamais fait pour freiner ou pour empêcher les acteurs professionnels de travailler. C'est fait pour protéger l'ensemble de l'écosystème et protéger également la place financière suisse, voire même plus largement le pays. Exactement. Ouais. Et quels sont les autres trends que vous avez constatés ? Alors, il y en a un, je pense, qui est sous-estimé, mais qui va être de plus en plus critique, c'est tout ce qui est cyberattaque. On le voit de plus en plus, mais à notre échelle, ça reste anecdotique. On entend qu'un hôpital s'est fait pirater, qu'une commune s'est fait pirater, qu'une université s'est fait pirater. On le voit quand même beaucoup. On ne voit pas encore trop les conséquences, mais je pense que ça va devenir vraiment une arme massive, une arme politique, une arme économique, une arme à plusieurs niveaux, et que très peu d'acteurs sont préparés à gérer ce type d'attaque à l'échelle. C'est vraiment des attaques subtiles, massives, etc. Que les consommateurs finaux, si on reparle du régulateur et comment protéger les consommateurs finaux, alors les consommateurs finaux, mais pas que, les petites et moyennes organisations sont pas prêtes du tout, n'ont pas du tout conscience, n'ont pas l'éducation ni la compréhension des risques et des enjeux. Et ça, je pense que ça va changer considérablement la donne parce que de plus en plus de personnes vont être soumis à ce type d'attaque-là, vont prendre conscience, ça va devenir systématique. Et ça va être un gros trend qui va amener probablement de la réglementation, qui va ramener encore une couche de contrôle, de sécurité et probablement de réglementation dans tout l'écosystème. Mais voilà, avec une prise de conscience qui est encore très disparate entre les acteurs. Et si on devait imaginer l'évolution de la place financière genevoise, on aime bien dire à horizon 2030, ça paraît loin, mais c'est aussi demain, quelque part. Comment est-ce qu'on peut imaginer l'évolution de la place avec tous les aspects que vous avez évoqués ? L'un des grands enjeux, ça va être de gérer les nouvelles générations. C'est que la place financière genevoise en particulier, on a une clientèle qui est plutôt une clientèle âgée. Que la nouvelle génération. Et là, il y a une transition qui va être difficile à opérer. Je pense que tout le monde en a conscience, mais personne ne sait vraiment comment s'y préparer. Et là, il y a des enjeux d'éducation, il y a des enjeux de communication, d'adaptation, probablement d'investissement dans des nouvelles façons de travailler. Mais c'est un vrai enjeu. Et c'est un enjeu qui est particulièrement vrai sur la place genevoise, peut-être moins sur la place zurichoise ou sur d'autres places internationales, parce qu'ils ont déjà plus ou moins fait le Swift ou parce qu'ils ont des clients qui sont déjà plus de la nouvelle génération. Ça, c'est un vrai challenge. Et comment s'y préparer au mieux ? C'est une bonne question.
Je pense que la communication avec les nouvelles générations, arriver à les comprendre, à essayer d'imaginer quelles seront leurs attentes. Alors, quelles sont leurs attentes aujourd'hui, mais aussi quelles seront leurs attentes demain, ce qu'ils veulent, comment ils perçoivent eux-mêmes leur façon de procéder. Je parlais avec un banquier la semaine dernière qui me racontait que il a beaucoup de clients sur lesquels les enfants n'ont plus du tout les mêmes paradigmes que leurs parents. Ils n'ont plus envie d'avoir nécessairement développé la fortune, etc. Ils ont plus envie de se dire finalement on est peut-être la dernière ou l'avant-dernière génération dans un monde où le changement climatique, les enjeux font que on va essayer de faire le maximum. On ne va pas nécessairement essayer d'augmenter coûte que coûte la fortune familiale. Ce qui est un changement de paradigme assez important et qui aujourd'hui est probablement mal compris déjà par l'ancienne génération, mais du coup aussi par les intermédiaires ou les conseillers de ces familles-là. Et ça va pas être évident à gérer. Oui, parce qu'il y a un changement générationnel au sein même des familles fortunées, mais il y a aussi un changement auprès des employés qui vont partir à la retraite et qui auront d'autres nouvelles personnes qui vont arriver. Donc du coup, elles doivent faire face à leurs nouveaux clients qui pourraient plus ou moins avoir le même âge, mais ils doivent aussi faire face au père, au grand-père et à toute la famille qu'il y a autour. Donc c'est un autre type de challenge encore et je pense que ça va être très très compliqué. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'on travaille beaucoup avec les banques privées, les gérants de fortune indépendants, mais on travaille aussi beaucoup avec les palaces, les cliniques privées. Et ce qu'on entend, c'est que les confidents des familles, c'est les gérants de fortune, c'est les concierges et c'est les médecins. Et en fait, notamment les concierges, ils ont l'habitude de gérer cet aspect transgénérationnel parce que ils voient dans les hôtels les grands-parents qui organisent les vacances avec les parents et puis les enfants, et puis ils voient grandir les enfants. Et ils les connaissent, ils voient leurs habitudes, ils voient comment ils évoluent, et puis ils connaissent les problèmes de santé des grands-parents, etc. En fait, ils ont vraiment un suivi de tout ça qu'ils ont une proximité, une compréhension de ces changements-là qui est assez intéressante. Et pour avoir passablement parlé avec des concierges, je pense qu'il y a des vrais éléments d'apprentissage à intégrer là-dedans, aussi sur les hobbies, sur les centres d'intérêt, sur qu'est-ce que font ces nouvelles générations, que peut-être le banquier ne va pas nécessairement voir de la même façon, parce que sur les placements, c'est pas la même chose que sur les moments de détente ou comment organiser des vacances. Et aujourd'hui, ce qui m'expliquait, c'est que les nouvelles générations aiment plus avoir des expériences qu'avoir des moments ou d'avoir des objets ou d'avoir des choses comme ça. Et que lui, son travail, c'est beaucoup plus d'organiser ces expériences-là pour les nouvelles générations. Donc là-dessus, cette triptyque, elle est assez intéressante. Et alors, d'autant plus avec le côté médical, où évidemment, il y a des enjeux. Je pense que c'est les 3 piliers et les 3 plus grandes problématiques. C'est gérer la santé, s'assurer qu'elle est managée, entre guillemets, le mieux possible pour une famille ou des choses comme ça. Le concierge, finalement, c'est le confident. C'est la personne de confiance à qui on ne va pas nécessairement parler de comment placer son argent, mais à qui potentiellement on va tout dire. Et ce qui m'explique... Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, ouais, et avec une vraie relation de confiance. Ouais. Et en plus, quelqu'un qui voit toute l'évolution, quel que soit le contexte. Il m'expliquait qu'il avait vu des entrepreneurs qui un jour étaient milliardaires, le lendemain n'avaient plus rien, mais venaient toujours au même hôtel parce qu'ils avaient toujours fait ça. Et 3 ans plus tard, ils étaient à nouveau milliardaires parce que en fait c'est la vie. Alors que le banquier, peut-être que pendant cette période-là, il va plus les voir parce qu'ils n'auront plus de compte en banque dans une banque privée, etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Je pense que les gérants de fortune indépendants ont une vraie philosophie de gérer un petit peu comme un concierge la relation avec leurs clients et pas uniquement sur du conseil financier, du placement, etc., mais plus une relation presque amicale ou familiale. Mais c'est ça que je dis qui va être compliqué parce que c'est vrai que les conseillers que ces familles ont aujourd'hui, c'est des gens qui sont là depuis des années. Les avocats, il me semble, pareil. Et c'est des gens qui font presque partie de la famille, dans un sens plus ou moins large.
Et voilà, trouver quelqu'un de nouveau qui va venir, un petit jeune, qui va venir vous dire comment faire alors que vous avez l'habitude de faire ce que vous faites pendant 20 ans, ça va être très compliqué. Ouais. Et créer cette relation de confiance. Ce qui est intéressant, c'est que presque toutes les banques privées, en tout cas de la place genevoise, ont recruté des personnes qui sont des gens de la nouvelle génération et qui s'occupent de la nouvelle génération. Donc aujourd'hui, ils le traitent un petit peu comme ça, en disant les nouveaux banquiers pour la nouvelle génération, ça va être des gens de leur génération. Comme ça, ils auront les mêmes codes, ils auront grandi avec les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes outils, les mêmes paradigmes, etc. Et ils vont pouvoir les accompagner au fil de l'eau. Et ils les accompagneront, il y aura la personne qui aura accompagné leurs parents, leurs grands-parents, mais ça sera la personne qui va les accompagner eux. Et aujourd'hui, ils le traitent de deux façons, comme ça, mais aussi pour trouver des nouveaux clients. Donc finalement, comme ils sont de la même génération, ils vont pouvoir aller discuter, rencontrer, réseauter avec des clients de leur génération et puis potentiellement les attirer dans la banque. Mais ce qui est marrant, c'est que autant l'héritier que son nouveau banquier vont les deux se faire engueuler par le père et le grand-père qui sera pas content. Ça c'est toujours le problème et la grande difficulté. Ouais. Et ce qu'on observe beaucoup, c'est que généralement, ces générations-là créent alors soit leur family office, soit des fondations pour arriver à détacher un petit peu cet aspect-là et dire tout va aller là et puis je gère pour le futur. C'est-à-dire, je ne vais pas trop déléguer, c'est moi qui vais anticiper pour le compte des générations futures. Et à Genève, il y a un exemple qui est intéressant comme ça, un horloger qui a vendu sa marque horlogère avec son nom et qui l'a vendu à des acteurs étrangers. Et du coup, le petit-fils qui a voulu recréer la marque horlogère n'a pas pu exploiter la marque avec son propre nom parce qu'elle avait été vendue. Donc lui-même ne pouvait pas exploiter son nom de famille pour pouvoir travailler. Alors c'est quand même critique. Et il a créé une fondation en disant je recrée une marque, c'est mon nom avec quelque chose à côté, et ça, personne, mes enfants, mes petits-enfants, etc., ne pourront le vendre et avoir un gain à court terme qui dévalorise finalement notre famille et l'histoire de tout ce qu'on aura construit. Mais c'est des situations qui sont quand même assez critiques parce que y a à un moment donné une génération qui a dit « moi je vends tout », et les générations futures se retrouvent dans des situations qui peuvent être très délicates. C'est vrai qu'on a eu des invités qui veulent mettre leur business sous forme de fondation pour justement assurer la pérennité du business, en fait, quoi qu'il arrive, même quand ils seront plus là. Et c'est peut-être une des formes juridiques qui va avoir plus le vent en poupe ces prochaines années, pas pour les mêmes raisons qu'on connaît aujourd'hui, mais pour une autre forme d'utilisation. Ouais, et alors, je partage totalement votre analyse, d'autant plus qu'en Suisse, le système des fondations fonctionne vraiment bien. Probablement est l'un des pays où les fondations sont les plus développées. Et on le voit dans la blockchain, toutes les grandes fondations blockchain sont venues s'installer en Suisse pour dire c'est pas une personne ou deux personnes, non, c'est une communauté et on va construire des infrastructures du futur qui vont être dans une fondation. Et ça, personne ne va pouvoir le racheter. C'est une fondation et au-dessus de ça, on va venir construire des choses, mais ça appartiendra pas à tel ou tel acteur. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Ouais. Et je ne sais pas comment ça se passe au niveau légal, mais je pense qu'il y a quand même certains flous au niveau légal pour justement permettre une certaine flexibilité. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûre. Dans la création de fondation, elle peut être lucrative comme elle peut être non lucrative. Il me semble qu'on peut avoir une certaine flexibilité à ce niveau-là. Ouais, ça fait partie, je pense, des grandes particularités de la Suisse qui attirent des créateurs de fondations, c'est qu'il y a les fondations d'utilité publique qui sont exonérées d'impôts. Et les fondations privées qui, elles, sont imposées, sachant que dans une fondation, on ne peut pas sortir de bénéfices ou de dividendes. Tout doit être réinvesti dans la fondation. Donc, c'est un modèle organisationnel qui est vraiment intéressant. Et flexible. Et flexible, ouais. Et qui peut être, en plus, délégué dans la gestion à des tiers. Donc, on peut imaginer qu'une famille a une fondation qui est pilotée par un directeur de fondation, mais ce n'est pas la famille qui va interagir sur la fondation. Et potentiellement, à l'intérieur, il y aura du patrimoine, des œuvres d'art, n'importe quoi, mais sur lequel ça va rester dans la fondation. Et même si c'est revendu, l'argent reste dans la fondation, en fait. Donc ça, c'est un modèle qui s'inscrit vraiment sur du long terme,
parce que ça fait peu de sens à court terme, c'est pour avoir de façon transgénérationnelle une passation de quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être un nom, une marque, du patrimoine, des œuvres, etc. Et alors, les fondations d'utilité publique sont là aussi très intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir une vraie utilité pour le plus grand nombre et pas uniquement pour un groupe de personnes finies et contribuer à différentes œuvres. Et on peut l'avoir notamment sur le développement durable, sur l'impact. Il y a beaucoup de fondations qui se sont créées sur ces thématiques-là pour dire tout l'argent qui est à l'intérieur va servir pour cette utilité-là. Et c'est une utilité publique. Donc évidemment, ça ne va pas être taxé, etc. C'est quelque chose qui a été évoqué et c'est un peu une crainte que certains acteurs ont. Est-ce que vous pensez que les big tech pourraient un jour infiltrer le secteur financier roman ou suisse et s'emparer d'une part du marché? Alors c'est une question très intéressante parce que pendant plusieurs années, j'y ai cru. Et c'était même une conviction. Je pensais qu'ils allaient réussir à faire ça. Et il y a un contre-exemple qui aujourd'hui me fait penser que, en tout cas en Suisse, ça sera très difficile. C'est le contre-exemple des marques horlogères avec Apple. Apple aujourd'hui est le plus grand vendeur de montres au monde. Et pourtant, les marques horlogères suisses n'ont jamais été aussi profitables et développées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une vraie spécificité suisse à faire du luxe, à faire de l'exceptionnel, à avoir un savoir-faire qui fait que les deux vont coexister. Et il va y avoir des big tech qui vont faire du digital banking, qui vont faire des robots advisors, qui vont faire plein de choses technologiques, potentiellement qui vont être utilisées par des banques privées, des gérants de fortune, des asset managers, etc. Mais il y aura, j'espère qu'il y aura, mais j'en suis convaincu, ce savoir-faire qui va perdurer et qui va faire qu'il y aura toujours cette attractivité. Et si on prend l'exemple de Patek, de Rolex, etc., c'est des marques qui, malgré ce développement technologique très fort, conservent leur authenticité, leur exclusivité, leur rareté, et savent l'entretenir, et qui finalement réussissent à naviguer dans cet écosystème. Mais est-ce qu'on peut imaginer une banque suisse détenue par Facebook ? Alors c'est probable qu'un jour, c'est même fort probable, qu'un jour des acteurs tech rachètent des banques suisses. Ça risque même d'arriver plus vite qu'on ne l'anticipe. Je ne sais pas quel sera l'acteur tech, mais je pense que ça va arriver assez rapidement. Et c'est faisable ? Ça pourrait se faire ? Alors je pense, et oui. Et je pense qu'à partir du moment où il y a ces acteurs-là qui vont faire le move, ça va s'accélérer radicalement parce que ça veut dire qu'ils vont annoncer au marché qu'ils rentrent sur le marché. Aujourd'hui, personne ne l'a fait et je pense qu'ils ne l'ont pas fait pour être vraiment prêts à le faire. On a eu un indicateur avec Meta qui a cherché à racheter Coinbase. Très clairement, c'était pour se positionner dans la finance. Ils ont cherché à créer Libra à Genève, à créer leur crypto-monnaie. C'était pour se positionner dans la finance. Ils ont cherché à créer leur wallet digital pour être capable d'envoyer de l'argent sur un simple mouvement de doigt via WhatsApp. L'intention, elle est réelle. Évidemment, ça va changer beaucoup de paradigmes parce qu'on en parlait tout à l'heure de WhatsApp. Si demain, tout le monde commence à s'envoyer de l'argent sur WhatsApp, probablement qu'on fera moins de virements bancaires ou moins de twints ou moins de je sais pas quoi. Mais sur la gestion de fortune, sur du conseil financier sophistiqué, avisé, etc., c'est pas ces sociétés technologiques qui vont réussir à le faire. Et puis il y a aussi le côté relations humaines, etc., qu'on conservera à avoir en Suisse, très probablement. Par contre, ils vont nécessairement, et on le voit avec l'intelligence artificielle et autres, créer des outils qui vont modifier la façon de travailler des gérants de fortune, des banquiers, de toutes les sociétés financières en général. Mais que ce soit au niveau de la banque ou du consommateur final, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? Alors, bien évidemment, c'est faisable, mais est-ce que ce serait accepté par l'opinion publique ? Est-ce que la famille fortunée de la banque genevoise va accepter que sa banque devienne Facebook ou Google ou autre ? Alors, je pense que oui.
C'est vrai? Je pense que oui, parce que si on prend les nouvelles générations de ces familles, Mhm, ils sont sur Instagram, mhm. ils sont sur WhatsApp, ils sont déjà en train de partager toutes leurs données Ouais. sans se poser de questions. Mais est-ce que c'est la même chose avec les données financières? Alors, leur conscience du risque de ces acteurs-là, ouais, je pense, hein, sur les nouvelles générations. Leurs parents, leurs grands-parents, c'est sûr que non. Parce qu'ils n'ont pas du tout confiance. Et aujourd'hui, ils le font parce que leurs petits-enfants, pour communiquer avec eux, il faut qu'ils soient sur WhatsApp ou sur Apple parce qu'ils font des FaceTime ou je sais pas quoi. Mais ils vont jamais mettre leur argent ailleurs que dans leur banque privée. Sur les nouvelles générations qui sont déjà complètement digitaux et qui font totalement confiance à ces grands acteurs digitaux, et c'est déjà, on le voit, le cas avec des acteurs comme Revolut, où il y a des gens qui mettent toutes leurs économies sur des néobanques. On peut se poser la question de la sécurité de ça, de la stabilité de ça. Si demain Revolut disparaît, comment on récupère son argent? Enfin, c'est des vrais challenges. Et puis, Revolut est peut-être pas le pire de tous. Encore une fois, si on prend l'exemple FTX, il y en a plein qui ont mis leur argent chez FTX, et beaucoup dans les nouvelles générations, qui ont tout perdu du jour au lendemain sans s'en rendre compte. Et là-dedans, il y a nécessairement des nouvelles générations qui aujourd'hui sont dans des banques privées, qui peuvent peut-être pas, probablement pas, certainement pas acheter des tokens dans ces banques privées, donc ils vont les acheter sur FTX ou ailleurs, et ils l'ont fait. Ils ont perdu leur argent. Alors c'est juste, hein, il y a beaucoup de pays, on s'en rend peut-être pas compte depuis la Suisse, où on est dans un cocon protégé, où ça se passe comme ça. Et dans tous ces pays-là, c'est évident que pouvoir avoir son argent sécurisé en Suisse, sur lequel personne va pouvoir dire à partir de maintenant, je te le prends ou quoi que ce soit, c'est un gage de sécurité et de stabilité énorme. Et c'est pour ça que par rapport à la question tout à l'heure sur les perspectives, moi je suis très confiant parce que les autres places apporteront très difficilement ce niveau de sécurité et de stabilité. Ne serait-ce que d'un point de vue politique et géopolitique, où aujourd'hui plus que jamais on est dans une instabilité que des générations autres que nos parents n'ont jamais vécu, avec des guerres qui sont pas si loin de ça que nous, avec des taux d'inflation, une phase de récession qu'on n'a probablement jamais vécu, en tout cas dans notre génération à nous, qui font qu'on commence à se poser des questions qui sont des questions nouvelles, où il pourrait y avoir des sociétés importantes aussi qui disparaissent, et on n'est vraiment pas à l'abri de ça. Donc de ce point de vue-là, la Suisse va très clairement avoir une carte à jouer
importante à l'échelle globale et va attirer de plus en plus de monde. Et probablement, y compris sur des places qui étaient en fort développement ces dernières années, qui ont attiré des investisseurs, mais qui se disent « Ouais, en fait, j'ai peut-être pas le même niveau de sécurité, potentiellement, je peux me faire confisquer mes avoirs, potentiellement, j'ai du contrôle des transferts ou des contrôles de change, donc je fais pas ce que je veux. Donc en fait, je vais plutôt mettre mon argent en Suisse et puis je vais être beaucoup plus serein sur la gestion de ma fortune, où que j'habite dans le monde. » Il y a cet exemple-là qui revient assez souvent avec Dubaï, où il y a beaucoup de personnes qui sont parties à Dubaï, et puis il y a eu des confiscations assez importantes de fortune, et du coup il y a des personnes qui reviennent en Suisse parce qu'ils veulent se protéger de ça, parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une décision à un moment ou à un autre qui leur appartient pas. On a la même chose en Chine, alors de façon exacerbée. En Chine, on ne sait jamais ce qui va se passer. On a Jack Ma qui a disparu pendant plusieurs mois. Sa société elle vient d'être nationalisée il n'y a pas longtemps. On anticipe tous que ça va encore arriver plusieurs fois. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, si on a passablement de fortune et qu'on veut la diversifier et la sécuriser, la Suisse apporte une sérénité qu'on ne pourra pas avoir dans beaucoup d'autres places à l'échelle globale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cet argument qui est valable et qui est très fort, l'argument de la sécurité, etc., est-ce que cet argument, des fois, peut faire en sorte qu'on s'endorme un peu sur nos lauriers? Alors oui. Et alors, ça l'a probablement été encore plus par le passé avec le secret bancaire, qu'aujourd'hui où il y a plus de réactions par rapport à ça. Mais c'est un vrai risque. Et surtout sur la partie innovation et compréhension des enjeux, des nouvelles générations, des nouvelles technologies, de tout ce qui se passe ailleurs. Parce que la Suisse n'est pas qu'un coffre-fort physique. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça à faire. D'autant plus qu'on est un des pays les plus innovants au monde. On a des grandes écoles qui sont très développées. On dépose beaucoup de brevets. Enfin, on a un vrai potentiel pour être plus qu'un coffre-fort physique, pour être un des acteurs leaders de l'innovation, de l'invention des grandes nouvelles technologies. À Genève, on a le CERN, où a été inventé Internet. Enfin, on a quand même un pays qui, par rapport à sa taille à l'échelle globale, construit beaucoup de choses du futur. Après, ce qu'on observe quand même, c'est que c'est souvent des acteurs étrangers qui se les approprient et qui les monétisent. Et ça c'est un autre challenge. Pour résumer cette belle discussion, quelles sont les idées qu'on peut garder et la conclusion finale? Ouais, moi, je dirais que la première, pour synthétiser notre discussion, c'est la sérénité, l'enthousiasme dans le futur. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, mais il y a beaucoup de belles choses qui sont en train de se passer, et on a la chance, et je pense que le podcast l'illustre, à la fois avec ses intervenants, mais son positionnement aussi, l'écosystème qu'on a ici en Suisse romande, qui est très varié, très dense, précurseur, où on pense le futur et on construit le futur plutôt que on attend que ça arrive. Et ça, c'est des éléments qui me semblent très rassurants et sur lesquels il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant d'avoir une vision enfin positive du futur. Ça change de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Vincent Pignon, merci beaucoup pour cette belle discussion, très riche et très enrichissante. On vous retrouve personnellement sur vos réseaux et sur weekendgroup.ch. Exact. On vous souhaite une belle continuation, puis on espère vous revoir prochainement. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.